avec la loi. La loi est l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire que à travers la loi, le peuple en tant qu'entité abstraite exerce son pouvoir et exprime sa volonté, mais à travers la loi telle qu'elle est adoptée par les représentants. Et c'est cette volonté générale, exprimée par les représentants, qui définit les droits de l'homme, donc il n'y a pas de conflit possible. Alors, la conclusion est très simple. Le problème de la conciliation entre démocratie et droits de l'homme ne se posait pas et ne pouvait pas se poser. Le problème ne se posera que lorsque deux conditions seront réunies. Premièrement, lorsqu'il y aura un contrôle et qu'on cherchera à justifier l'existence de ce contrôle. Deuxièmement, lorsque on présumera que la volonté exprimée par la majorité des représentants est bien la volonté d'un peuple réel et que cette présomption devra être soumise à vérification. C'est à ce moment-là que le problème de la conciliation se posera. Ça ne signifie pas, naturellement, que ce problème pourra être résolu, je doute, à mon avis, qu'il puisse l'être. Bon, bah écoutez, on a un petit moment pour discuter. Je ne sais pas vers quelle heure on peut disposer de l'amphi, pardon. Un quart d'heure. Oui, Daniel. D'abord, pour Olivier, sur le constat, sur les droits politiques et d'appréhender la liberté d'expression comme un droit politique, ça a un inconvénient, c'est la question des étrangers. Et en fait, il y a un autre moment où la Cour de cassation a dû conceptualiser la notion de droit politique. C'est, ça devait être au début des années 70 ou à la fin des années 60, après les accords d'Évian, parce que les accords d'Évian avaient dit que les Algériens bénéficieraient de tous les droits, comme les nationaux français, sauf les droits politiques. Et la question s'est posée de savoir si le droit de vote pour les élections au comité d'entreprise, à une époque où les autres étrangers n'y étaient pas éligibles, était ou non un droit politique. La Cour de cassation a répondu non. Enfin, là, en tout cas, là encore, elle a été obligée de conceptualiser cette notion de droit politique. Alors sinon, je reviens à ce que tu disais. Le problème, c'est qu'en France, les étrangers ne jouissent pas du droit de vote, ne jouissent pas théoriquement des droits politiques, alors c'est quand même comme ça qu'on le présente, mais la liberté d'expression, aujourd'hui, leur est, et depuis assez longtemps, en fait, leur est intégralement reconnue. À vrai dire, elle ne leur a jamais été déniée, sauf que quand ils manifestaient trop fortement leurs opinions, eh bien, on les expulsait. Le meilleur exemple étant évidemment Cohn-Bendit, puisque c'était, voilà, il avait usé de la liberté d'expression et il foutait un peu la merde, pour dire les choses crûment, donc on l'a expulsé. Mais il y a des syndicalistes qui ont été expulsés, il y a... voilà. Et alors, juste une remarque, alors toujours sur le lien entre droits de l'homme et droits du citoyen, c'est vrai que dans la déclaration des droits de l'homme, on passe tout le temps, hein, tout homme, tout citoyen, voilà, on ne sait pas. Mais quand même, quelque part, il est clair, et c'est aussi une remarque qu'avait fait Rivero, hein, que les droits, enfin, si on ne craint pas pour les droits de l'homme, c'est aussi qu'on ne peut pas penser que comme la loi est l'expression de la volonté générale et qu'on ne peut pas apporter aux libertés, la loi est seule compétente pour apporter des limitations aux libertés, on ne peut pas imaginer que les citoyens
apporteraient à leur liberté des limites plus importantes que, etc., etc. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai une question à Olivier. On peut aussi poser une question, parce que ça prolonge, je suis d'accord avec Daniel, mais je voudrais prolonger la première question de Daniel à Olivier. Il me semble qu'il y a un malentendu sur l'expression de droit politique. C'est que Olivier l'a employé pour parler du droit dont l'usage est nécessaire au fonctionnement du système politique, au bon fonctionnement du système, et spécialement au fonctionnement civil. Droit politique, dans l'autre sens, dans ce pluriel, c'est l'opposition droit politique, droit civil, et on peut concevoir le système. Et donc, il y a cette ambiguïté, mais du coup, moi j'avais aussi, en écoutant Olivier, envie de lui poser la question, si c'est droit politique, dans le premier sens de droit politique, droit nécessaire au fonctionnement, au bon fonctionnement du système politique, alors, quelles sont les conséquences juridiques d'une qualification de quelque chose comme droit politique? Est-ce qu'il y en a? Alors, je ne sais pas, c'est une type de démarche exploratoire. Je n'ai pas précisé dans l'intervention, parce que c'est toujours un peu casser les pieds avec les précautions méthodologiques, casser les oreilles des auditeurs avec ça, c'est pas très intéressant. Mais à un moment, je suis dans ce processus qui consiste à essayer de réinterroger la question du droit politique. Alors, je n'ai pas dit, j'ai fait l'impression, je n'ai pas donné la définition de droit politique. C'est la définition classique que je donne du droit politique, c'est la jouissance des droits politiques et civils. Je comprends l'expression de Morisson dont je parle, une expression assez large, mais classique, je parle avec une classique pour essayer de penser cette question du droit politique. Alors évidemment, je l'ai dit aussi dans l'introduction, quand j'ai parlé du principe de non-rétroactivité, je dis que ça pose un problème pour la qualification de liberté d'expression, parce que si on prend en compte cette idée que les droits politiques impliquent l'inexistence, l'application, que le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas aux droits politiques, c'est gênant pour la liberté d'expression, parce que c'est une garantie très forte qui devrait justement échapper à cette application. Donc je vois bien qu'il y a un problème, et donc je n'ai pas de réponse immédiate à vos questions de réflexion. Je prends note, effectivement, je ne connaissais pas cette jurisprudence, bien dans le cadre exploratoire, la jurisprudence de la Cour de cassation sur les Algériens sur leurs droits syndicaux, donc je vais creuser cette question, et évidemment je vois bien qu'il y a une tension entre le fait que je veuille requalifier la liberté d'expression en partie. Alors je n'ai pas dit également que c'est en partie, parce que la liberté d'expression, dans la liberté d'expression, il y a la liberté esthétique. Alors j'avais mis par exemple dans le papier écrit, évidemment, j'avais dit évidemment la liberté d'expression, c'est uniquement une partie de la liberté d'expression qui est un droit politique, mais pas toute liberté d'expression. Je ne considère pas qu'une œuvre d'art n'est pas politique, je ne crois pas du tout au tout politique. Donc évidemment, il y a dans ma recherche actuellement une sorte d'hésitation. Et je n'ai pas encore complètement creusé la question, je vais peut-être changer d'avis après vos objections très fortes. Je considère autrement la situation. Il me semble important, j'avais dit également dans mon papier, je n'ai pas cité l'article 11, mais si on lit l'article 11, il est bien dit que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, point virgule, tout citoyen, et ça reprend c'est très marrant que là on passe au citoyen, alors pour faire d'anachronisme, le mot citoyen en 89, c'est aussi, ça veut dire aussi, ça peut être considéré dans deux sens, ça peut être tout français, il y a aussi une ambiguïté sur le mot citoyen, mais il est quand même significatif que dans la déclaration de Rangel, il y a une sorte d'ambivalence. Le constituant, le déclarant, a du mal à percevoir le sens même. Alors, concernant le droit d'étranger, effectivement, il faut que je parle du principe, évidemment, la liberté d'expression est accordée à tous les hommes, donc les étrangers en bénéficient. Ça ne me dérangerait pas de dire que dans certains cas, la liberté d'expression est limitée pour les étrangers. Mais il faut savoir que je pose. Je vais revenir sur deux choses. D'abord, la supposée incompatibilité droit de l'homme, démocratie, et la tentative de déterminer une hiérarchie des normes à l'intérieur des libertés publiques. Donc si on considère que, et en reliant à la question des étrangers,
Donc voilà, je me tais et juste laisse parler le texte. Donc le texte dit, je le modifie un peu, toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. Et M. Carcassonne notait, cet alinéa a été implicitement modifié par la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 et il n'y a pas lieu d'en être fier. Et cet article, en gros 53.1 de la Constitution, dit qu'en gros, la République a le droit d'asile, pas de problème, et la République peut conclure avec les États européens qui sont liés des engagements identiques aussi en matière d'asile et de protection des droits. Ils ont dit ça. Et pour du blanc, en fait. Alors, c'est possible. Sur la remarque de M. Carcassonne, il n'y a pas de quoi en être fier, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a de quoi s'y fier. Moi, j'ai appris, après avoir essayé de faire du droit, que la Constitution, je suis citoyen français, que la Constitution actuelle regroupe à la fois l'organisation de nos institutions, ce qu'on entend communément par Constitution, mais également un socle qui est composé par les droits de l'homme. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait une contradiction en fait tout court. C'est la phrase de Carcassonne, vous comprenez? Non, en fait c'est la contradiction des droits de l'homme. Là il y a une non, parce qu'en fait ça a été rajouté parce qu'entre-temps on a conclu la convention de Dublin qui dit qu'en fait quelqu'un qui demande l'asile en France, on peut très bien lui dire non désolé, vous êtes passé par la Grèce, donc vous irez demander l'asile en Grèce, et on ne peut pas savoir ça. Donc le Conseil constitutionnel avait dit ça va pas, c'est contraire au préambule, et donc on a modifié la Constitution. Donc c'est une disposition qui a l'air absolument anodine, que la France peut, etc., mais qui en fait vise à priver de son effet absolu la phrase du préambule de 46. En gros, c'est ça. Enfin, il faut décoder, hein, ça je reconnais que c'est pas évident. Oui, excusez-moi, pour conclure, c'est avant l'action en faveur de la liberté, si on dit que la liberté cardinale, c'est la liberté d'expression, à ce moment-là, ça rend les choses encore plus absurdes. Jean-Marie Danquin. Oui, je voulais, à propos de ce qu'a dit Olivier sur l'absence en France pendant longtemps d'expression, liberté d'expression, je voudrais proposer une piste, mais tu vois ce que tu en penses, qui est la suivante. Alors, je reprenais, comme je fais dans le cours, je prends toujours les textes pour les avoir sous les yeux pour ne pas me tromper de virgule. L'article 10 de la déclaration du 26 août 1989. On s'entend pas bien, Jean-Marie. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. » Donc, il y a bien les deux volets qui sont évoqués, les opinions, même religieuses, et leurs manifestations. Donc, il n'y a pas d'expression, et on pourrait considérer que manifestation, ça ressemble beaucoup à l'expression. Alors, pourquoi cette différence de terminologie, qui est plutôt une différence de terminologie que de fond, je risquerais l'hypothèse suivante. En France, il y a une religion majoritaire qui impose ces valeurs, qui s'imposent comme une opinion vraie, une opinion orthodoxe. Ça pose un problème du point de vue des minorités religieuses. Et les minorités religieuses, ce qu'elles réclament, c'est qu'on leur foute la paix. C'est qu'on tolère le fait qu'ils aient des opinions dissidentes. D'où, me semble-t-il, le fait que le débat s'est focalisé autour
de l'idée d'opinion et aussi l'idée de conscience. Tu as dit d'ailleurs que Bourdieu parlait de liberté de conscience. Et liberté de conscience, évidemment, ça a une connotation religieuse. Donc je pense que cette question en France, c'est d'abord une question religieuse, même religieuse, hein, ce qui, chose très difficile à comprendre aujourd'hui, mais qui dans le texte veut dire que c'est dans le cas d'opinion religieuse qui serait le plus légitime, si ça pouvait être légitime, de refuser la liberté d'opinion. Donc, même dans ce cas-là, on ne peut pas accepter des limites à la liberté d'opinion, mais c'est une opinion, c'est une question de conscience, parce que c'est le problème aigu dans la civilisation, dans la société française. Alors qu'en Angleterre, il me semble que, et par voie de conséquence aux États-Unis, et même plus encore aux États-Unis qu'en Angleterre, le point de vue à partir duquel on façonne cela, c'est le point de vue des religions dissidentes. Oui, c'est le droit de ça. Qui, voire la réforme agética de Milton, c'est l'exemple le plus connu, c'est-à-dire des religions dissidentes qui sont donc persécutées, mais qui ont aussi une volonté de faire du prosélytisme et qui part du principe que la liberté d'expression doit être totale parce que nous vivons tous sous le regard de Dieu et que Dieu reconnaîtra les siens. Et ça, à mon avis, c'est une structure religieuse et théologique qui peut expliquer dans une certaine mesure, enfin c'est l'hypothèse que je forme, le fait que dans un cas, on focalise sur l'expression et dans l'autre cas, plutôt sur la liberté de conscience. Bon, voilà, c'est une hypothèse que je forme, mais j'aimerais avoir ton sentiment sur cette question. Je trouve ça effectivement très intéressant. Et surtout que hier, j'ai fait soutenir un mémoire sur mon thème. Donc, en lisant le mémoire, qui était un bon mémoire, et j'ai été frappé justement par effectivement, la différence de perception entre la France et les États-Unis, la tradition anglo-américaine, la tradition dissidente. Ce qui fait qu'ils accordent une priorité absolue à la liberté d'expression qu'on n'a pas en France. Ce qui est très juste. Alors, je profite de l'occasion pour répondre. J'ai répondu de manière un peu trop rapide tout à l'heure à Yann Lechac. Je vais revenir sur le droit d'étranger, parce que je m'étais effectivement, je n'ai pas formulé l'objection sur l'accord d'Évian, que je ne connaissais pas, donc je ne peux pas me poser la question. Concernant effectivement l'effet de ma requalification, j'y avais pensé, c'est effectivement le fait de participer aux affaires publiques, ça renvoie effectivement à une conception de la citoyenneté restrictive au sens où les nationaux sont directement concernés, les étrangers sont de fait exclus, de droit en France, c'est pas un obstacle guérissant pour moi. Alors j'explique en deux mots pourquoi. C'est que je suis pas favorable au droit des étrangers. C'est tout simplement que j'estime que les étrangers, il n'y a pas de discrimination réelle pour moi. Parce que les étrangers ont de droits de citoyens chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de s'exprimer politiquement. Excusez-moi, vous le dites. Pour moi, c'est pas choquant. C'est abstrait. Les immigrés ou les étrangers en France qui sont en France, eh bien, ils ont le droit de voter. Mais simplement, ils votent pour leur pays. Et ils ont décidé de rester fidèles à leur pays, ils votent pour leur pays. Donc, ils ont des droits politiques. Seulement, ces droits politiques, c'est qu'il y a sous profit d'un autre État. J'étais 5 ans en Allemagne, j'ai jamais voté, je me suis jamais senti embêté de ne pas voter parce que j'étais 5 ans. Je me sentais pas allemand, je votais pour la France, voilà, au sens où les élections françaises, bon, j'allais voter, au consulat, etc. Donc, je pense que la question de. Je considère que la manière dont on pose le problème en France est très biaisée. Je maintiens, alors ça choque ce que je dis ici, on va dire des choses. C'est mon opinion, et forcément, je la défends. C'est pas du tout ce que je voulais traiter. Oui. Moi, j'ai pas mis le truc sur le droit de vote des étrangers. Non, mais j'explique pourquoi ça ne me choquerait pas, dans ce que j'essaie de faire, ça ne me choquerait pas réellement de dire, bon, pour la liberté d'expression au sens du droit de participation, il peut y avoir une limitation des droits étrangers. Ça ne me choquerait pas vraiment. Je voulais te poser une question qui est idiote. Je me suis demandé si le fait que le terme liberté d'expression ne soit pas présent dans le vocabulaire des auteurs de manuel de liberté publique, peut-être même des auteurs de la déclaration, est-ce que c'est pas tout simplement parce que le terme expression est réservé à la définition de la loi, l'expression de la volonté générale? Est-ce qu'il n'y aurait pas à réfléchir sur l'expression c'est-à-dire l'idée que ce qui est exprimé, c'est nécessairement la volonté générale par le biais de la loi et donc l'expression de volonté particulière. Oui. Moi j'ai une question sur cette expression. À quel moment est-ce que finalement les droits de l'homme et la démocratie, on arrive à des conceptions modernes, par les révolutionnaires, en disant que je comprenais pas votre raisonnement, à quel moment est-ce que
finalement, il y a un lien entre la démocratie et les droits de l'homme, parce que c'est au XIXe siècle. Et vous deviez parler de la Grande-Bretagne, parce que dans votre conception, c'est bien entre la démocratie et les droits de l'homme. La Grande-Bretagne, les penseurs et les politiques n'ont aucune influence dans cette définition-là. Et par exemple, la France et le sud de la Grande-Bretagne, ça va. Je ne pense pas qu'en Grande-Bretagne, le problème ait été posé dans les mêmes termes qu'ailleurs, tout simplement parce que le Parlement est souverain et qu'il n'y a pas de contrôle possible. Le problème de la conciliation entre démocratie et droits de l'homme arrive au moment où on a besoin d'un argument. Et aux États-Unis, le débat a été important, a été vif, dans les moments où on contestait la jurisprudence de la Cour suprême. Et comme vous voulez dire, mais de quel droit ces neuf vieillards s'opposent-ils à la volonté de la majorité? C'est là qu'on voit le conflit entre, pas seulement droits de l'homme et démocratie, mais en général, entre contrôle de constitutionnalité et démocratie. C'est là que le problème se pose. Et dans les années 1950, il y a ce fameux livre d'Alexandre Bickel sur la difficulté contre majoritaire. Là, donc en Grande-Bretagne, le problème ne se posait pas. Et je crois qu'en France, même le problème ne s'est pas posé réellement tant qu'il n'y avait pas de contrôle de constitutionnalité. Peut-être une dernière question. J'ai quand même le sentiment que... Bon, merci beaucoup pour votre discussion. J'avoue que j'ai été particulièrement interrogée moi-même sur la question de l'origine de la différence entre la France et les États-Unis sur la liberté d'expression comme droit politique. Et je me suis demandé, je suis une suggestion, est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi l'expression d'une différence aussi de conception relative à la responsabilité des gouvernements. Au sens où, vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que la liberté est un droit politique aux États-Unis parce que la liberté d'expression est un droit politique aux États-Unis parce qu'elle permet la participation des citoyens au débat public, notamment dans le but, dans l'espoir de faire changer l'orientation en gouvernement. Or, en France, et spécifiquement aujourd'hui, cette possibilité pour les individus d'intervenir dans le débat public à titre politique est très réduite. C'est-à-dire qu'elle intervient très peu en dehors des élections. Auquel cas, vous l'avez dit d'ailleurs, la liberté d'expression ne s'exprimerait qu'à l'occasion, comme une liberté politique, ne s'exprimerait qu'à l'occasion du choix des représentants. Donc typiquement dans un cadre de démocratie exclusivement représentative, etc. Est-ce qu'on ne peut pas y voir ici le fait que la différence entre France et États-Unis s'incarnerait dans le fait que la responsabilité politique des gouvernants en France ne s'entend pas d'une responsabilité continue, on va dire, voilà, une responsabilité ponctuelle. C'est-à-dire que si ici est en cause, l'exemple que j'ai pris c'est le droit de la presse en fait. Donc je parle de la liberté d'expression, mais on voit bien que dans la liberté d'expression est multiforme. Et j'ai uniquement analysé la question de la liberté d'expression à travers la presse, qui est le canal aujourd'hui dominant. Il y a aussi d'autres canaux de liberté d'expression, notamment les réunions publiques, la parole publique. Donc tout ça est en quelque sorte chapeauté par la liberté d'expression. Et il me semble qu'aux États-Unis, alors, et donc si on prend l'exemple de la presse, alors la presse est continue. Après, le problème qu'on peut se poser, c'est si tous les citoyens participent à la presse. Donc évidemment, tous les citoyens ne peuvent pas participer directement à la presse. Si vous n'êtes pas connu, vous avez mal publié dans la presse. Enfin, la presse, comme représentant du public, elle est active. Donc je ne pense pas qu'il y ait une différence majeure. Ce que j'ai peut-être pas assez souligné, je m'en veux un peu, c'est peut-être aussi de voir à quel point, contrairement à ce qu'on croit, la liberté de la presse était très réduite aux États-Unis à cause de la structure fédérale. C'est-à-dire que
dans certains États des États du Sud, avec des législations comme celle de l'Alabama, vous voyez très bien que la liberté de la presse est très réduite. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, j'ai présenté la vision, disons, embellie, fleurie de la liberté d'expression, en prenant ce qu'il y a de plus noble dans la jugement de la Cour suprême. Il y a des arrêts beaucoup moins nobles de la Cour suprême, comme l'arrêt Dennis versus United States à propos de McCarthy, qui, quand vous lisez ça, eh bien, vous cessez d'être américanophile. Voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense que